Bonjour à vous, merci de votre présence en cette fin d'après-midi pour ce premier webinaire de l'année scolaire 2023-2024 des cahiers pédagogiques qui sera consacré à notre récent dossier numéro 586, l'école primaire aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir les coordinateurs et coordinatrices de ce dossier. Je vous les présenterai tout à l'heure. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite. Je serai accompagné comme toujours, enfin souvent, par deux personnes. Ben Aïda qui sera au chat. Bonjour Ben. Bonjour à tous. Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis formateur à Carcassonne également. Je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et voilà, je vous attends effectivement dans le chat pour vos questions, vos réactions, vos commentaires. À tout de suite. Les interventions sur ce chat, les références qui seront données seront retranscrites par Assagori et figureront rapidement sur notre site avec le lien du webinaire. Bonjour Assa. Bonjour à tous, donc Assagori, professeur dans l'Académie de Lyon et du coup effectivement je vais recenser vos partages pour en faire une petite synthèse. Donc, merci à ça. Ce document sera mis en ligne sur notre site cahier au pluriel-pédagogique au pluriel.com. Ce débat est organisé avec notre partenaire FortProf que nous saluons. Je vous rappelle que ce webinaire, par son format et sa durée, ne peut évidemment pas faire le tour des différentes problématiques que nous allons aborder. Nous nous sommes servis de vos questions, des questions que vous avez pu poser en vous inscrivant sur le format forme et d'autres que nous estimions indispensables. Nous vous en remercions, mais nous vous conseillons vivement de vous référer directement au dossier numéro 590, donc en vous abonnant, format numérique, format papier, et vous avez accès à des petits cahiers, etc., etc., et à une base d'articles de, je crois, presque 10 000 articles, et qui s'enrichit de tous les nouveaux cahiers. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos webinaires et débats éducatifs sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous y abonner et de liker nos vidéos. C'est une question de visibilité. On augmente notre visibilité avec les likes, comme on dit. Pour celles et ceux qui regardent en différé, vous pouvez tout de suite cliquer sur le petit pouce bleu en bas qui permet un meilleur référencement. Ce qui constitue maintenant une véritable chaîne pédagogique de 35 ou 40 vidéos sur des sujets très variés, tant en débat éducatif qu'en webinaire, à laquelle il faut associer nos podcasts La classe résonne, est gratuit et d'accès libre. Mais vous pouvez aider à son maintien et à son développement en vous abonnant, en achetant nos publications ou même en faisant un don ponctuel en allant sur notre site internet. Donc je le redis, cahier au pluriel-pédagogique au pluriel.com. Alors après cette introduction que j'ai essayé la plus rapide possible, il est temps d'accueillir nos invités et d'entrer dans le vif du sujet en vous remerciant d'abord tous les trois pour et le lourd travail fait dans la coordination de ce dossier, et aussi d'être là ce soir, qui est une charge tout de même pour les coordinateurs. Donc nous accueillons Pascal Ponté. Bonjour Pascal. Bonjour, merci beaucoup. Donc Pascal Ponté, je suis de l'INSPE de Versailles et nous avons participé, j'ai participé à la coordination de ce numéro. Donc ce dossier, Pascal, tire son origine d'un colloque dont tu vas nous parler maintenant. Oui, merci de me donner la parole. Alors, très rapidement, je vais vous situer l'origine de ce numéro spécial. Alors, il s'agit avant tout d'articles qui sont issus du colloque que nous avons tenu en octobre 2021. Alors, ce colloque s'est tenu à Cergy Paris Université et était à l'initiative du laboratoire École, Mutation et Apprentissage de l'Université de Cergy-Pontoise. Alors, bien évidemment, ce colloque était construit avec de nombreux partenaires, tant scientifiques qu'associatifs ou institutionnels. Alors, la particularité de ce colloque, c'est qu'il a été consacré entièrement à l'école primaire. Et c'était une approche inédite, car habituellement, les colloques scientifiques sont consacrés à une entrée spécifique, comme la didactique des maths, la maternelle ou un espace particulier. Et là, pour la première fois, on a pensé à un colloque où l'école primaire serait prise dans son intégralité. Alors, vous le savez aussi, actuellement, nous sommes à un point un peu fragile de l'école, où celle-ci est questionnée, interrogée. Et il nous a semblé tout à fait intéressant de faire un point sur la recherche, sur les problématiques que rencontre cette école primaire.
Alors, pour donner suite à ce colloque, nous avons proposé au cahier pédagogique de consacrer un numéro spécial à la recherche sur l'école primaire. Et comme nous allons le présenter après, il s'agit de recherche au plus près des acteurs et qui, pour la plupart, associe les différents acteurs de l'école. Alors, une fois que le cahier pédagogique nous ont donné leur accord, nous avons sollicité tous les contributeurs et nous avons donc sélectionné un certain nombre d'articles qui sont parus donc, dans le numéro 586 et il y a d'autres articles qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas aussi à aller les consulter. Enfin, pour être un peu plus, essayer d'être exhaustive, il y a d'autres contributions qui vont donner lieu à un ouvrage, mais c'est encore une autre aventure. Oui. Voilà pour l'origine de ce numéro. Oui. Et donc, c'est un dossier qui ne traite pas d'une question pédagogique ou d'un sujet pédagogique précis, mais vraiment d'une entité, d'une globalité qui est l'école primaire. Marie-Laure Elalouf, bonjour. Bonjour, donc je suis enseignante-chercheuse émérite à l'INSPE de l'Académie de Versailles et à l'Université de Cergy comme Pascal. Et je vais vous expliquer un petit peu comment nous avons organisé ce dossier. Donc en 3 parties pour le dossier papier et un supplément numérique. Alors, dans la partie que nous avons appelée apprentissage scolaire, nous avons voulu faire connaître des recherches qui ont été menées avec des enseignants, soit dans le cadre d'expérimentation, je pense par exemple aux ateliers philo ou aux dispositifs d'apprentissage du lexique, soit d'enquête, avec par exemple l'enquête sur les écoles vitaminées à l'EPS, c'est-à-dire les écoles qui parviennent à consacrer tout le temps réglementaire à cette discipline, ou encore l'enquête sur l'enseignement de la géométrie, qui est menée par une équipe de chercheurs belges, ou la recherche Réalangue sur la langue enseignée à l'école, qui commence à la fin du cycle 2 et qui va jusqu'à la fin du cycle 4, c'est-à-dire à la 3e de collège. Et enfin, dans cette partie, nous avons aussi souhaité présenter des recherches aboutissant à la conception d'outils pour la classe, avec par exemple l'article de Jacques Douer et Fabien Ampin, qui, dans le cadre du groupe Hermel, ont produit des outils pour les apprentissages mathématiques, d'abord au cycle 3, puis au cycle 1 et maintenant tout récemment au cycle 2. Alors, dans la 2e partie du dossier qui porte sur les organisations pédagogiques, nous avons souhaité montrer comment cette collaboration entre chercheurs et praticiens pouvait se mener avec les partenaires de l'école, qu'il s'agisse de l'OCCE, avec l'article sur les classes flexibles ou l'article sur la réunion de rentrée, ou bien des partenaires impliqués dans l'école inclusive, et nous en reparlerons dans le cadre du webinaire. Et enfin, dans la partie intitulée « Chercher pour se former », nous avons souhaité donner une image de la diversité des contextes où un enseignant peut questionner sa pratique dans le cadre d'un travail universitaire ou en formation continue, soit de façon individuelle, soit de façon plus collective. Et donc, les auteurs des articles sont aussi bien des enseignants en formation, en particulier une étudiante de master MEF, professeure d'école, autant que des formateurs ou des formateurs de formateurs, des enseignants-chercheurs, en sachant que beaucoup sont, de par leur mission, investis dans la formation par la recherche et dans l'accompagnement d'équipes. Et enfin, dans le supplément numérique, nous avons surtout placé des articles pour lesquels le rapport texte-image était important, avec des données graphiques qui apportent aussi beaucoup à la compréhension des recherches qui sont menées. Merci Marie-Laure. Bonjour Sylvain Connac. Et bonjour tout le monde. Donc tu es enseignant-chercheur maintenant, c'est cela, hein? C'est ça, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Paul Valéry à Montpellier. Voilà, et moi j'ai souvenir des premières fois où je t'ai rencontré par tes livres et tes écrits, où tu étais à ce moment-là enseignant à l'école Ballard, si j'ai bonne mémoire, à Montpellier.
Et une école dans un quartier très complexe, très difficile, et où tu montrais vraiment un aspect de praticien et de chercheur en même temps. Et c'est bien ce que l'on peut retrouver je crois, dans ce dossier. Et comment est-ce comment peut s'articuler une recherche et une pratique, Sylvain? Alors, de plein de manières différentes, hein. On peut essayer d'articuler ce qui se passe à l'intérieur d'une classe ou d'un établissement scolaire, et puis ce que font des chercheurs. D'ailleurs, il y a un débat qui est intéressant, c'est qui fait de la recherche? Est-ce qu'il faut avoir le statut à l'université pour faire de la recherche, ou est-ce que tous les enseignants, comme Jean Le Gall l'explique, sont des praticiens-chercheurs? Voilà. Donc là, ce débat est loin d'être clos, et peut-être même que tout le monde fait de la recherche à des niveaux différents selon des approches différentes. Là, dans ce dossier, avec Pascal et Marie-Laure, on a reçu plein de propositions avec une caractéristique forte, c'est ce qu'on appelle des recherches collaboratives. C'est-à-dire que pendant longtemps, pas seulement dans la sphère de l'éducation, on était avec des logiques de recherche sûre, c'est-à-dire où des chercheurs demandaient à des professionnels d'ouvrir leurs espaces de travail pour pouvoir mettre en œuvre des protocoles de recherche. Et là, ce qu'on a reçu, c'est autre chose. On appelle ça de nouveaux paradigmes qui sont pas que français, hein, qui sont mondiaux, ce qu'on appelle des recherches collaboratives. Alors, une recherche collaborative, c'est pas du tout une recherche sûre, c'est plutôt, on dit, une recherche avec. C'est-à-dire une recherche qui associe, d'abord autour d'une table, des enseignants-chercheurs comme moi ou comme d'autres, avec des enseignants en école primaire, en l'occurrence, là pour ce dossier, et on détermine ensemble toute la recherche, c'est-à-dire ce qu'on va étudier, les problématiques qui nous intéressent, alors soit des problématiques théoriques, soit des problématiques pratiques, et donc c'est ce qu'on a appelé depuis longtemps maintenant des recherches-actions. Et puis ensemble, on construit donc les outils de collecte de données, et on construit ensemble les résultats. C'est un peu ce qu'on a fait avec l'OCCE et avec Bruno Robe et une équipe de chercheurs là, en lien avec l'école primaire de la rue d'Oran à Paris. Et donc voilà, on n'a pas pu communiquer dans le cadre de ce dossier, mais voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'articles qui témoignent de recherche, qui lient pratique et recherche dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant les recherches collaboratives. C'est-à-dire que on peut avoir un enseignant qui va être un exécutant, qui réagit à des injonctions descendantes, ou un enseignant. Est-ce qu'un enseignant qui simplement fait un pas en arrière, regarde les élèves, ne se met pas déjà en position de recherche? Oui, ça c'est la position de Jean Le Gall, hein, qui dit que tous les enseignants sont forcément des chercheurs, mais il propose d'utiliser le terme de praticien-chercheur. Et donc, c'est l'exact contraire de ce que tu décris, Jean-Charles, c'est-à-dire des enseignants qui seraient des exécutants à la solde de décideurs qui leur expliqueraient comment penser leur métier. Et à ce titre, d'ailleurs, une des deuxièmes caractéristiques là, des articles. Pardonne-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux te reculer très légèrement de ton micro? Vas-y, continue. Une des deuxièmes caractéristiques de ces articles-là, c'est que les recherches dont il est fait mention, et tous les articles évoquent des recherches, ne sont pas tout à fait dans les recherches qui sont évoquées dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Alors, le terme qu'on retrouve et qui est utilisé et diffusé par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, c'est la notion de recherche translationnelle. Et là, il n'est pas question de recherche translationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recherche Voilà, translationnelle? j'allais te demander. C'est une recherche où il y a une translation entre ce que proposent des chercheurs et ce qu'appliquent des enseignants. Ce que doivent mettre en place des enseignants, les données de la recherche deviennent des formes d'injonction professionnelle. Et là, les articles de ce dossier ne se présentent pas dans ce paradigme-là. Alors, ce n'est pas un paradigme opposé, mais disons que en matière de recherche en sciences humaines et sociales, et en particulier en éducation et en pédagogie, on ne peut pas privilégier une forme de méthodologie sur d'autres. Et là, on est plutôt dans un pluralisme méthodologique, et c'est ce pluralisme-là qui est intéressant. Alors,
Voilà, il y a tout un tas de pressions et d'influences qui expliquent qu'aujourd'hui, ce qui serait scientifique seraient les recherches, on dit d'evidence-based, c'est-à-dire qui fonctionneraient sur des preuves. Et ça, d'un point de vue épistémologique, c'est un type de recherche qui n'est pas moins bon ou meilleur que d'autres, mais dont les résultats gagnent à être confrontés, corrélés, mis en opposition et en tension avec des résultats qui ont été établis par d'autres types de recherches, pas forcément par de la preuve, mais sur l'étude de singularité, je pense aux recherches cliniques, ou d'études de phénomènes sociaux, je pense à toutes les études qui sont faites à partir de bases sociologiques, ou même des études qui sont principalement théoriques. Les études en philosophie interrogent de manière essentielle ce qu'on travaille en termes de valeurs dès lors qu'on pense les questions d'éducation. Et donc, voilà, ce dossier a essayé d'articuler plusieurs recherches avec des méthodologies différentes pour essayer de rentrer dans cette complexité-là de l'appréhension des questions d'éducation. Pascal, Marie-Laure, vous voulez réagir? Marie-Laure? Non, on va développer la suite. Enfin, bon, on aura encore sans doute des redites de ce qui vient d'être dit, donc on pourra continuer. On va continuer. Alors, je vous rappelle qu'il y a un chat et que peut-être déjà, est-ce que tu as quelque chose à dire à part inviter les gens à intervenir, Ben? Ça reste encore calme, mais ça va venir. Et c'est normal, c'est la logique, c'est la dynamique générale des webinaires. Pascal, la question de l'externalisation, de l'inclusion dans la classe de la difficulté scolaire est toujours vive. Quel est l'équilibre qu'on peut en trouver? Ça, c'est un sujet qui est traité également dans ce dossier. Oui, merci. Merci pour cette question, parce qu'on sait très bien que la problématique de l'inclusion et de la façon dont c'est pris en charge est une vraie question posée pour les collègues. Et bien évidemment, cela a une place dans le colloque et différentes communications autour de ce thème, dont une recherche dont je vais parler, qui a été conduite par Marie Toulecteri et qui a produit pour le dossier un article très intéressant pour donner des pistes de réflexion et de prise en charge de cette problématique. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans l'exposé, il faut peut-être dire que majoritairement, on a tendance à externaliser la difficulté pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, et que cette façon de procéder montre très très vite les limites pour le progrès des apprentissages de ces élèves. Alors juste pour mémoire, l'externalisation prend différentes formes. Soit on est sur un groupe prélevé et il y a de la classe et il y a une prise en charge par un collègue extérieur. Soit c'est des moments un peu particuliers comme les APC, mais à chaque fois on est sur un dispositif un temps en plus. Ou encore sur certains besoins spécifiques, il y a des AESH, etc. Donc il y a plusieurs différentes façons de prendre ces problématiques-là. Mais ce que les recherches qui ont étudié ces différentes façons d'externaliser la difficulté montrent très 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 vite qu'il y a une désolidarisation des espaces qui font que les élèves ont du mal à faire le lien pour les apprentissages. Alors si effectivement dans ces espaces où ils sont pris, les élèves ont une aisance relative, même un bien-être, on constate malheureusement qu'il y a peu d'apprentissage. Et ce que montrent également les recherches, c'est que même pour des élèves peu avancés, il y a du progrès quand ils sont pris dans une classe dite hétérogène. Donc Marie Toulec a présenté donc un dispositif, a fait une recherche, et l'article relate ses conclusions, montre bien que dans une classe hétérogène, ça bénéficie à tout le monde. Alors, la difficulté, c'est que la charge est lourde pour pouvoir prendre en charge toutes les difficultés. Donc, elle présente des différents dispositifs de co-intervention. Alors, bien évidemment, il peut y avoir différents protagonistes qui sont en collaboration dans l'espace classe. Donc, il y a deux collègues dits ordinaires. Alors, pas de péjoration là-dedans, c'est parce que ça s'opposerait ou ça se complémentariserait avec des enseignants dits spécialisés. Donc, premier type de collaboration, deux collègues ordinaires qui prennent en charge la classe en se répartissant. Un collègue spécialisé qui a des ressources de connaissances qui peuvent être au bénéfice de l'élève.
ou alors un enseignant spécialisé, ordinaire avec un intervenant médico-social. Donc ces configurations ont été étudiées. Et ce que montre la recherche, c'est que le partage de ces savoirs professionnels se fait au bénéfice des élèves, mais aussi au service des professionnels. C'est-à-dire que par des protocoles d'autorégulation, ça développe des compétences professionnelles qui renforcent le pouvoir d'agir des enseignants. Donc l'article que présente Marie dans notre dossier, c'est bien pour dire qu'il y a des possibilités de travail qui convergent vers une professionnalisation un peu plus aboutie quand on est dans ce type d'échange et de collaboration. Oui, mais c'est quand même une désolidarisation. Cette désolidarisation problématique dont tu parles est une mise en cause directe des propositions de notre président récentes, quoi, des propositions récentes de notre président. Oui, sauf que la recherche le montre bien que pour des enfants qui sont qui sont pris en charge à l'extérieur de la classe, ne font pas du tout le lien entre ce qu'ils font en dispositif d'accompagnement et les apprentissages de la classe, d'une part. Et d'autre part, le temps où ils ne sont pas dans la classe, il y a des choses qui se déroulent qui font qu'ils sont encore plus marginalisés par rapport au reste de la classe parce qu'il leur manque encore quelque chose. Donc cette externalisation, elle est plutôt sans doute pour permettre à l'enfant de s'apaiser peut-être, mais pour les apprentissages, les recherches montrent bien qu'il y a un bénéfice à travailler avec l'hétérogénéité, pas n'importe comment évidemment, avec des rencontres, des contacts, des dispositifs de collaboration qui favorisent cet apprentissage. Merci Pascal. Vous voyez bien que ce dossier est une richesse de problématiques, mais on peut tout de même trouver un lien avec cette externalisation sur l'intervention, internalisation ou pas d'ailleurs, mais intervention des personnes extérieures. Et parmi ces personnes extérieures, il y a aussi la relation aux familles, le plurilinguisme, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Marie-Laure, là-dessus? Est-ce que la recherche en dit quelque chose? Alors, est-ce que... Alors, j'ai toujours un petit peu de difficulté à répondre à une question. Est-ce que la recherche peut dire quelque chose? Parce que Elle en dit on quelque peut chose de toute avoir façon. l'impression que la recherche, c'est une entité monolithique qui délivrerait la vérité. Moi, j'essaie davantage de voir quel type de questions peuvent être traitées selon quelle méthodologie et avec quel partenaire pour éclairer un fait qu'on peut comprendre. Et s'agissant des parents et de leur relation avec l'école, s'agissant de ce questionnement qui reste très vif, à savoir que depuis 1989, les parents sont partenaires de l'école et pour autant, on ne sait pas très bien si ça doit se réduire à organiser avec les enseignants la kermesse ou s'il y a d'autres espaces dans lesquels cela peut se jouer au bénéfice des apprentissages de tous. Donc, je prendrai 3 exemples. D'abord, il y a un article dont le titre évoque directement le co-enseignement. C'est la recherche qui est présentée par Rachel Girardin, qui est membre du collectif de l'OCCE du Puy-de-Dôme et qui porte sur la réunion de rentrée. Et il s'agit vraiment pour le collectif qui est réuni, à la fois il y a des enseignants, des formateurs, des inspecteurs, et ils essaient de comprendre ce qui se joue dans la réunion de rentrée. 3 enseignants ont accepté d'être filmés, des parents ont accepté de répondre à un certain nombre de questions,
Et puis, des chercheurs qui sont appelés compagnons de route ont apporté des cadres d'analyse pour comprendre d'abord ces vidéos de réunions de rentrée. Qu'est-ce qui se joue dans ces vidéos? Quelles sont les bonnes raisons que les enseignants ont de les mener de telle ou telle façon? Mais aussi qu'est-ce qu'ils s'empêchent de faire parfois, ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils ont finalement modifié. Et à partir de cela, un certain nombre de questions de métier ont pu être travaillées. Euh, à quoi sert une réunion de rentrée? Qu'est-ce que veut dire être parent d'élèves? Est-ce que parents et enseignants sont sur un pied d'égalité? Euh, Tout cela nourrit une série de documents qui sont maintenant accessibles sur le site de l'OCCE et qui peuvent être des outils pour les enseignants pour préparer leur réunion de rentrée, hein, puisqu'on est dans une période de rentrée. Je pense que c'est important de dire que cette ressource maintenant est disponible et qu'elle présente différentes façons de l'envisager. Le deuxième article dont je voulais parler, c'est celui de Simon Després, qui est professeur d'école en Polynésie. C'est l'article qui s'appelle Le périple d'une tortue marine. Alors pourquoi une tortue marine? Parce qu'il part d'albums de littérature de jeunesse polynésienne pour mener des discussions à visée philosophique. Et ce sont des parents qui viennent lire ces albums en langue polynésienne dans le cadre de la classe. Et la discussion va se mener sur le principe de ce qu'on appelle le translanguaging, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux langues en même temps dans une situation d'enseignement. Et le troisième article dont je voulais parler aussi, qui est dans la continuité du précédent et qui, là, fait état d'une recherche qui est menée en métropole, c'est celui de Sarah Zalim qui s'appelle Apprentissage et langue des élèves. C'est un article qu'elle a rédigé à partir du master de formation de formateurs qu'elle a engagé dans l'Académie de Lyon sur la base d'une recherche-action qu'elle a menée avec des enseignantes de son école et de sa circonscription. Il s'est agi de les faire réfléchir à leur propre biographie langagière, quelles sont les langues qu'elles ont pratiquées, fréquentées de manière, je dirais, leur langue première et d'autres langues, de façon à leur permettre de prendre le risque d'interroger les enfants sur les langues qu'ils pratiquent, notamment à travers l'activité Fleur de langue. Risque parce que les enseignantes ne maîtrisent pas nécessairement les langues que pratiquent les élèves allophones. Et cette reconnaissance des compétences partielles d'élèves plurilingues n'est pas sans lien avec la possibilité d'établir un autre lien avec les familles des enfants allophones qui sont parfois aussi des familles éloignées de l'école. Merci Marie-Laure. Je cite souvent un livre qui a beaucoup compté pour moi dans ma carrière à partir du moment où je l'ai lu, qui est un livre de Joseph Rossetto qui s'appelle Jusqu'aux rives du monde, une citation de Tagore, Rabindranath Tagore, et qui donne une réunion de rentrée particulièrement belle, mais vraiment très belle, presque poétique, accompagnée par un DVD, Quelle classe ma classe, avec un documentaire de Philippe Troyon, je ne sais pas comment on prononce, que je vous recommande vivement. Ben, peut-être au chat, je te surprends, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, du coup, sur cette tendance à l'externalisation des pratiques de classe. Une question sur, alors, je ne sais pas si elle est candide ou pas, cette question, c'est est-ce que c'est un signe de bonne santé, cette externalisation des pratiques de classe?
Et ensuite, une autre question dans la foulée sur cette idée de dissocier l'enseignant-chercheur et l'enseignant-praticien. Qui fait ça? Qui dissocie ces deux dimensions de l'enseignement et pourquoi finalement? Pascal, peut-être sur la première question, l'externalisation, un signe de bonne santé, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement une question un peu ironique par rapport à comment dirais-je, la tendance actuelle qui veut qu'on renferme les enfants dits difficiles et en difficulté. Je ne sais pas si on pourrait un peu demander à la personne qui pose cette question je sais pas, mais pour moi, effectivement, on n'est pas, c'est pas un signe de très bonne santé de voir qu'on on met à l'écart des élèves sous prétexte qu'il y a une différence, une altérité qui fait que on ne sait pas comment faire, quoi, hein. Alors que tout montre depuis un certain temps maintenant qu'effectivement, même si c'est compliqué hein, quand on est enseignant, c'est pas simple, il ne faut pas dire les choses comme ça, et qu'effectivement, il y a un vrai métier à apprendre dans cet espace-là, mais que les élèves qui sont dans une hétérogénéité et qui échangent avec des gens autres qu'eux-mêmes, ils progressent beaucoup mieux que des enfants qui sont regroupés en classe tel qu'on l'a connu il y a quelques années, type perfectionnement, type classe d'adaptation, type mise à l'écart dans des espaces beaucoup plus difficiles. Hein. Ça, c'est, voilà. Donc peut-être que la personne pourrait expliciter Oui, cette question. dans le chat, s'il vous plaît. Sylvain, sur l'enseignant-chercheur, tu y as déjà répondu. Tous chercheurs, c'est le GFEN, c'est ça, hein, tous chercheurs, mais élèves comme enseignants. Voilà, chercheurs, enseignants, praticiens. Sylvain? Oui, alors c'est pas le même type de recherche hein, Oui, tout à qui fait. sont évoquées entre l'activité d'un élève et l'activité d'un professionnel. Hein. Un Hmm. élève essaye de s'approprier des savoirs qui ont déjà été établis, alors que des professionnels essayent de découvrir quelque chose de nouveau, à leur échelle ou à des échelles plus différentes. Euh, Dans l'article là de Laurent Lano et Catherine Hubert sur les aménagements flexibles, là, c'est la recherche à laquelle ils m'ont invité de participer pour une Oui. recherche collaborative. Voilà, ils expliquent ce que eux, ça leur a apporté que de travailler avec moi en tant que chercheur. Moi, j'ai rien écrit dans ce dossier, mais je peux dire là ce que ça m'a apporté que de travailler avec des praticiens. Parce qu'effectivement, on est tous dans des activités de recherche, mais il y a quand même quelque chose qui nous sépare, ce sont nos statuts. Hmm. Pour vous donner une anecdote qui me fait penser ça, moi, j'ai été professeur des écoles, comme tu le disais, Jean-Charles, tout à l'heure, et au moment où j'ai été recruté dans l'enseignement supérieur, pour obtenir mon poste, j'ai dû signer une démission de l'éducation nationale. Et si aujourd'hui je voulais retourner en tant que professeur des écoles, je devrais repasser le concours. Voilà. Hmm. Donc, il y a bien une histoire de statut. On n'est pas, certes, on est tous chercheurs, mais avec des statuts différents. Et ça crée, voilà, ces images symboliques créent quand même un certain nombre de séparations. En tout cas, voilà, les recherches collaboratives dont on parlait tout à l'heure, qui ont pour principe d'associer des enseignants dans les classes à des enseignants-chercheurs de l'université ou d'autres, moi, ce sont des pratiques que j'affectionne particulièrement parce que, par exemple, là, sur cette recherche autour des aménagements flexibles, le travail qu'on a pu mener à l'école de Neuf-Brisac, là, en Alsace, m'a permis de découvrir ce que c'était que des aménagements flexibles. Et Voilà. tu peux nous Moi, en parler? Tu peux nous en parler justement? oui, oui, c'est le fait dans une salle de classe d'accorder de l'importance à la place du corps pour apprendre. Hmm. Les élèves ne sont plus, comme on dit trivialement, des cerveaux sur pattes. Et ils ont un corps et on postule que leur corps peut être important pour participer aux apprentissages. Et donc, ça se traduit un aménagement flexible par le fait que l'organisation de la classe propose à chaque élève des assises différentes. C'est-à-dire, ils peuvent s'asseoir sur une chaise basse, chaise haute, ils peuvent s'asseoir sur des coussins, ils peuvent ne pas s'asseoir, ils peuvent utiliser des gimballs ou des pédaliers. Enfin, il y a tout un tas de mobilier, d'ailleurs ça a créé un marché, ces histoires-là, hein, qui font que les élèves se voient proposer différentes façons de pouvoir se concentrer sur les tâches scolaires. Et donc c'est ça qu'on a étudié.
Et moi, c'était la première fois que je découvrais ces fonctionnements-là. Et en l'étudiant, ça m'a donné la possibilité d'étendre un petit peu ma connaissance et mes réflexions en matière d'organisation de la pédagogie et notamment de la coopération. On s'est rendu compte, mais là, Catherine et Laurent l'expliquent très bien dans l'article, que si on organise une classe flexible sans faire attention au parasitage qui est issu des déplacements des élèves ou des mouvements des élèves, ça peut avoir pour conséquence d'empêcher les élèves les plus fragiles d'arriver à se concentrer sur les consignes. Et donc, ce que cette recherche a permis de mettre à jour, c'est l'importance d'un cadrage. Donc là, ce qui a été utilisé, c'est un permis de circulation avec les enfants. Mais l'importance d'un cadrage des libertés des corps dans une classe, de manière à ce que les libertés des uns de choisir leur assise n'entravent pas les besoins en termes de concentration élémentaire pour pouvoir travailler. Voilà. Oui, mais là, on retrouve enfin le cadre, la pédagogie, les pédagogies actives, c'est pas du n'importe quoi. C'est en fait des pédagogies qui sont extrêmement cadrées. Et, à titre personnel, donc j'étais professeur de musique, je me suis aperçu l'apport de la possibilité qu'avaient les élèves dans ma classe de bouger en chantant. C'est-à-dire, ils chantaient euh, pas toujours debout parce que c'est fatigant, mais même assis, la retranscription de la chanson dans le geste, qu'ils pouvaient faire debout, qu'ils pouvaient faire assis, qu'ils pouvaient inventer les gestes ou ils pouvaient se coordonner avec les autres, était absolument fondamental, quoi. Et on avait des élèves qui d'ailleurs se mettaient à ne plus chanter mais à faire les gestes, d'autres qui chantaient ne faisaient pas les gestes et d'autres qui faisaient les deux. Et d'autres qui faisaient rien, qui attendaient, et puis d'un seul coup, ils pouvaient faire les deux. C'était vraiment, il doit y avoir une liberté, mais tout était cadré. Il va de soi que les gestes ne pouvaient pas être faits n'importe comment. C'est un sujet qui me semble formidable, ceci. Hein. Ben, peut-être, ou veux-tu réagir? Vous pouvez réagir Oui, parce oui, que... juste pour dire que voilà, quand on est chercheur, qu'on soit enseignant dans une classe ou enseignant à l'université comme moi, euh, voilà, enfin, on ne peut pas se satisfaire de cette idée-là qui est très répandue, qu'il suffirait de mettre en place une pédagogie active pour qu'il y ait du Oui. cadrage et que ce soit intéressant pour les élèves. Bien malheureusement. Mais en faisant justement des recherches, en utilisant des approches un peu méthodologiques et scientifiques, on se rend compte d'un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants et on se rend compte en même temps d'un certain nombre d'autres éléments qui peuvent être très problématiques. Là, à la fin de la recherche qu'on a pu mener avec l'OCCE d'Alsace, à la fin de la première année, une majorité d'élèves disaient en entretien, arrêtons la classe flexible parce qu'on n'arrive pas à travailler. Hmm. Donc, alors que l'enseignant était expérimenté, volontaire, voilà, il avait fait attention à tout un tas de trucs, mais on en était, c'était en 2017-2018, on en était à une connaissance scientifique de ces organisations pédagogiques qui était insuffisante du point de vue des conditions de cadrage et de réalisation de ces aménagements. Hmm. Hmm. Oui, de toute façon, tout cela est étudié et j'imagine que le fait, et peut-être est-ce une question que je vous pose à tous les trois, qu'un chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement n'est pas impliqué corporellement, je dirais, parce que là aussi c'est important, un chercheur dans une classe, regardant, peut avoir, par son mode de fonctionnement personnel, par son regard qui ne part pas du même endroit et qui n'arrive pas toujours au même endroit également aussi, peut avoir une importance fondamentale pour le travail pédagogique. De même que l'apport de l'enseignant pourra corriger la vision du chercheur. Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que vous voulez réagir? Marie-Laure. Oui, bien évidemment, enfin, la position d'observateur est une des positions à travers lesquelles on peut capter un certain nombre de choses qui ensuite peuvent être retravaillées dans la discussion avec les praticiens. Mais j'insisterai peut-être sur le fait que cela suppose de part et d'autre qu'on ait du temps pour le faire. C'est-à-dire que, disait enseignant ou chercheur, bon, le statut de l'enseignant-chercheur lui, je dirais, lui dévolue un temps pour la recherche. L'enseignant,
sauf à être dans un dispositif spécifique, ne dispose pas de ce temps. Et, euh, et c'est, à mon sens, un des freins, hein, pour des recherches collaboratives, alors qu'on peut contourner par des formations, hein, qui peuvent être sur le temps de travail, euh, mais ça reste, à mon sens, un des points de difficulté. Oui, oui. Merci Ben. Peut-être encore une réaction? Non, pas de réaction. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Sylvain, est-ce que tu irais, Sylvain, jusqu'à dire que le métier d'enseignant demande une formation et demande à ce que les enseignants soient formés longtemps et intensément? Non, non, être enseignant, ça nécessite aucune formation. Après, C'est un discours que tu tiens tout le temps, hein, je peux en témoigner, oui, oui. voilà. Non, mais voilà, pour tous les métiers de l'humain, il y a des formations qui sont parfois longues. Dans la plupart des pays du monde, les formations sont extrêmement exigeantes. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on est français qu'on a l'exception camembert, hein. Ça nous concerne nous aussi. Une des modalités de formation qui est un peu émergente dans le cadre de l'école primaire, là, ce sont les constellations. Et donc, c'est intéressant les constellations à étudier. Alors, ça prend des formes diverses et variées, c'est en train de s'installer, hein. Mais ce sont véritablement des formes de recherche collaborative, hein. Ça s'appuie sur les Lesson Studies, une pratique nord-américaine, et qui consiste à ce que un petit collectif de professeurs des écoles et de conseillers pédagogiques et même de chercheurs s'il y a, se mettent autour d'une table, décident d'un objet à enseigner, construisent ensemble une séance, voire une séquence, et ensuite il y a un membre de ce petit collectif qui met en œuvre la séance pendant que les autres sont en observation, et ensuite ça tourne. Ceux qui ont été en observation deviennent les leaders de la séance suivante, de manière à ce qu'il puisse y avoir un processus à la fois de formation réciproque et de recherche sur un objet d'enseignement très précis. Donc là, dans ce dossier, on n'a pas d'exemple de conséquences de constellation ou de leçon studies, mais ça aurait eu tout à fait sa place. En tout cas, ce sont des pratiques qui intéressent drôlement les chercheurs aujourd'hui. Pascal, et peut-être? Par rapport à la question de la place de l'enseignant-chercheur dans le dispositif, c'est ça? Par exemple, enfin oui, ou Par un exemple, rebond oui. sur ce Une chose est sûre, c'est que je pense quand même que quand il y a déjà une présence dans la classe, le regard porté peut influencer les comportements. Donc on a déjà quelque chose qui est artificiel, entre guillemets, qui va se construire au fur et à mesure. Et surtout, je pense qu'il y a un regard porté, qu'il faut accorder comment dirais-je, les grammaires. C'est-à-dire que l'enseignant, quand il est dans sa classe, il a sa logique, sa boîte interne, etc. Et le chercheur qui regarde, qui observe, a également ça. Et c'est dans ce que disait tout à l'heure Marie-Laure, c'est bien dans l'échange, c'est bien dans la concertation, c'est bien dans ces moments privilégiés où il y a des interactions entre le chercheur et l'enseignant-chercheur, et l'enseignant, qu'il y a effectivement une compréhension et un accord qui fait que c'est beaucoup plus fluide après, quoi. Mais effectivement, la recherche peut être au cœur d'un travail sur des sujets extrêmement vastes, sur des sujets généraux, mais elle peut être aussi au plus fin, au plus près de l'action de l'élève, des professeurs. Et je crois que ce dossier traite de quelques cas comme ceci, Pascal. Oui, alors justement, c'est ce qui est aussi un des points forts de ce dossier, et puis qui fait qu'on a des équipes engagées sur le terrain qui sont effectivement des enseignants-chercheurs qui ont des différents points de vue, enfin différents buts, pardon. Notamment l'équipe Hermel, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui produit un article dans notre dossier et qui cherche d'une part à produire des ressources pour les enseignants
qui cherche à aider les débutants à s'emparer des grands points de mise au travail des élèves, par exemple, des situations problèmes sur le quai de trop de village, etc. Mais aussi, ils font des propositions qui sont issues d'expérimentations systématiques. C'est-à-dire que l'article là présenté par Jacques Douer et M. Ampin, c'est une problématique très simple. On est en CP-CE1 et on est sur la question de tracer des traits droits. Donc après le déplacement, d'aider les collègues à déplacer leur regard, ils vont proposer tout un travail sur un alignement. Donc c'est un sujet qui est complètement ancré dans les pratiques enseignantes du premier degré. Et on part évidemment des pratiques ordinaires des enseignants pour amener les enseignants peu à peu à regarder, à déplacer les conceptions qu'ils ont sur le travail de cette notion d'alignement. Donc le travail des équipes comme Hermel sont complètement dans des préoccupations du quotidien de la classe, à savoir comment faire que les élèves puissent entrer dans ces apprentissages un peu fins des mathématiques. L'autre recherche dont a parlé aussi Marie-Laure, qui est sur l'article d'Anne Sardier de Marie-Laure, c'est sur l'expérimentation autour de l'appropriation du lexique. Donc sur qui donne lieu à des activités spécifiques qui sont expérimentées. Donc ce type de recherches sont vraiment ancrées pour aider, pour comprendre, pour amener des ressources et pour être au plus près des pratiques des enseignants. Oui, Marie-Laure, d'ailleurs, il y a un article très, très pointu sur un outil, un dictionnaire particulier qui est mis à disposition des enseignants, qui est le dictionnaire de Jacqueline Picoche. Oui, alors effectivement, je voulais justement rebondir sur ce lien que Pascal a fait entre un article en didactique des mathématiques et un article en didactique du français. Parce que le point commun peut-être entre ces deux démarches, c'est le fait, devant une situation problème, d'observer l'éventail d'itinéraires cognitifs que peuvent emprunter les élèves. Je dirais ce que un enseignant à soi seul ne peut faire qu'avec beaucoup d'expérience en reproposant chaque année le même exercice, hein. Et donc de donner des appuis très précis pour la différenciation. Alors justement, s'agissant de l'enseignement du lexique, j'avais été intéressée par une des questions posées en amont du webinaire. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a longtemps pensé de l'apprentissage du lexique en termes quantitatifs, avec des listes. Bon, c'est encore le cas dans un certain nombre d'instances officielles. Et pourtant, chacun sait que les mots ne sont pas des simples étiquettes et que leur mémorisation ne suffit pas à leur emploi dans des contextes pertinents. Et donc, l'intérêt du travail de Jacqueline Picoche, c'est qu'il s'appuie sur sa grande connaissance de l'organisation du lexique, des réseaux sémantiques et formels, et en même temps des réalités statistiques, et qu'elle a pu ainsi montrer qu'à partir de 440 mots hyper fréquents du français, il était possible de maîtriser l'ensemble du vocabulaire courant, parce que ces mots hyper fréquents, le verbe parler par exemple, entre dans de nombreuses constructions et qu'à chaque construction, il est possible d'associer des synonymes, des contraires, des expressions figées, figurées, etc. Et c'est le principe du dictionnaire du français usuel, du dictionnaire numérique Vocalire qui est accessible en ligne et de ce qui s'intitule la méthode Vocanet, mais
qui n'est pas une méthode au sens de méthode à appliquer, hein, comme un simple exécutant, mais plutôt au sens de principe pour comprendre comment mener un enseignement structuré du lexique en partant des verbes les plus courants, connus des élèves, et en enrichissant leurs emplois. Et de ce point de vue, l'article d'Anne Sardier et de Marie-Noëlle Roubaud qu'évoquait Pascal et qui s'intitule « Avoir le mot pour dire » s'inscrit dans la même démarche, hein, parce qu'avec le dispositif du mot vedette, Marie-Noëlle Roubaud fait explorer aux élèves les deux axes qui structurent en fait le dictionnaire de Jacqueline Picoche, à savoir l'axe paradigmatique, hein, l'axe des remplacements. Dans telle phrase, je peux remplacer le chat par l'animal, le matou. Et puis l'axe syntagmatique qui est l'axe des combinaisons avec le chat de gouttière, avoir un chat dans la gorge. Hein. Et bon, quand on dit avoir un chat dans la gorge, est-ce que c'est parce qu'on émet des miaulements, hein? Ça pourrait être le point de départ d'une discussion lexicale telle que les pratique Anne Sardier, hein, et elle donne des exemples dans son article. Les élèves pourraient être amenés à dire comment ils comprennent l'expression, avoir la voix couverte, pas claire, être enroué, être enrhumé. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait de miauler? Enfin bon, je vous laisse chercher Oui. la suite. Le Voilà. sujet est très riche, en fait. Effectivement, je parle ou cela ne me parle pas. Voilà, Voilà. par exemple. Est-ce que les pratiques, parce qu'on est quand même aussi dans une zone de mutation numérique, technologique, tu parles de Vocanet, donc .net ou quelque chose comme ceci, vont influencer les modalités de travail à l'école primaire, tant pour les élèves que pour les enseignants. Moi, je n'ai jamais réussi, par exemple en tant qu'enseignant de musique, j'ai toujours trouvé que la vocalisation et l'implication du corps n'arrivaient pas, ne me permettaient pas de laisser les élèves derrière un clavier. Enfin, un clavier numérique, hein. Derrière un piano, ça va. Mais voilà, moi, je n'ai jamais réussi, mais bon, je suis d'une génération un peu qui a terminé maintenant. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse que le numérique se substitue à la présence Oui, physique ce n'est pas ce et que j'entendais, oui. mentale Oui, oui. des élèves et de l'enseignant. Et de ce point de vue, par exemple, certains pays qui avaient supprimé l'écriture manuelle, comme les États-Unis, dans certains États, sont revenus en arrière parce qu'à travers le geste graphique, il y a d'autres apprentissages qui se mettent en place. Mais je dirais que bon, le numérique, c'est vraiment une question très, très vaste. Et quand un étudiant vient me voir en me disant je veux travailler sur le numérique, euh, moi, j'essaie de discuter avec lui pour savoir comment construire une question de recherche à partir de cela. Est-ce que on s'intéresse aux représentations du numérique chez les enseignants, chez les élèves? Est-ce qu'on s'intéresse aux usages du numérique en dehors de l'école, à l'école, dans leurs relations entre l'un et l'autre? Est-ce qu'on s'intéresse aux effets de l'utilisation de tel support dans tel contexte d'apprentissage? Et c'est en fonction de toutes ces questions qu'on va pouvoir déterminer quel type de données on va pouvoir recueillir. Est-ce qu'on va euh, faire une enquête sur des pratiques déclarées? Est-ce qu'on va avoir des entretiens, faire des vidéos qui pourraient être analysées avec les enseignants? Euh, voilà, après avoir cerné une question de recherche, on peut en engager une. Et dans le dossier des cahiers pédagogiques, c'est dans le supplément en ligne que l'on a un article qui s'intitule L'informatique démystifiée et qui est proposé par une enseignante qui est en thèse, Marielle Léonard, et un professeur de l'Université de Lille, hein, qui travaillent ensemble dans le cadre de la Maison des Sciences. Et ils relatent une recherche-action qu'ils ont mise en œuvre
à la demande d'une circonscription et qui comporte un temps de formation et un temps d'expérimentation et de retour sur la pratique autour de deux notions fondamentales que sont celles de langage et celles d'algorithme. Et ce qui est intéressant, donc là, on aborde l'informatique vraiment par ses principes et d'abord par des activités qui sont, entre guillemets, débranchées, hein, c'est-à-dire sans outils, mais pour comprendre comment se reproduit une frise avant de le proposer sur un support numérique, par exemple. Et on est là sur une approche de type didactique, hein, qui me semble particulièrement intéressante parce qu'elle elle montre en quelque sorte comment l'enseignement de l'informatique s'articule à celui du français d'une part, avec la question du langage naturel, langage formel, et à celui des mathématiques avec la question de l'algorithme. On a d'autres recherches qui vont porter sur les usages en informatique en classe. Et de ce point de vue, l'ouvrage que vous connaissez sans doute de Franck Amadieu et André Tricot, Apprendre avec le numérique, mythe et réalité, c'est une mise au point tout à fait utile sur certaines idées reçues concernant les apports du numérique dans la classe. Ça permet de cerner à quel moment ça peut effectivement servir les apprentissages et de bien garder à l'esprit que c'est seulement une fois qu'on a défini un objectif pédagogique, une progression et un ensemble de tâches que l'on va pouvoir se poser la question de l'outil à choisir en fonction de la spécificité de la tâche. Je prends juste un exemple. En didactique du français, les analyses de production d'élèves depuis les travaux de Claudine Fabre dans les années 80 ont montré que les élèves de l'école primaire utilisent très peu l'opération de déplacement quand ils produisent un texte, qu'il s'agisse de déplacer un mot, une phrase, un paragraphe. C'est une manipulation beaucoup plus facile avec un traitement de texte. Encore faut-il avoir anticipé pourquoi on va travailler le déplacement, en quoi ça permet de travailler la cohérence du texte et comment l'outil pourra mettre en évidence des phénomènes que les élèves ne produisaient pas manuellement ou ne s'autorisaient pas à produire peut-être. Merci Marie-Laure. Ben, une intervention peut-être encore? Le temps passe très vite. On arrive sur la phase terminale du webinaire. Mais Ben, s'il te plaît. Tu n'as pas ton micro branché. Voilà. Je disais une question à la fois sans doute très intéressée et qui crée aussi ce webinaire et puis ce dossier crée cette émulation-là, c'est comment mettre en relation des enseignants et des enseignants-chercheurs pour démarrer une recherche collaborative. C'est une question de Marianne. Qui veut répondre à ça? Je pense que le plus simple, c'est de nous contacter. Voilà, de passer par les départements ou de passer par les laboratoires ou d'utiliser nos adresses universitaires, de nous contacter. Après, c'est pas parce qu'on nous contacte qu'on est disponible, mais on trouve très souvent des solutions. Hein. Il y a aussi les dispositifs des Léa qui sont de l'IFE. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est proposé par l'IFE qui s'appelle les lieux d'éducation associés, qui constitue une équipe de chercheurs avec des collègues qui se concentrent sur une problématique. Et c'est aussi alors c'est quelque chose qui est très encadré, c'est proposé. Enfin, il y a des heures spécifiques pour les enseignants proposées par la DGESCO. Donc c'est un dispositif que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Léa qui sont des dispositifs qu'on trouve à l'IFE.
Voilà, vous pouvez aussi contacter l'équipe pédagogique où on est une base de ressources également, hein. Marie-Laure cite les articles du site et qui sont réservés aux abonnés, hein. Ce n'est pas une extension du dossier papier, ce sont des articles qui sont réservés aux abonnés que vous pouvez voir donc en étant abonné, ainsi que des milliers d'articles, presque 10 000 maintenant. Je vais vous partager une image et j'aimerais tous les trois qui est la couverture en fait du dossier et que vous disiez ce que vous envoyez. Qui veut réagir en premier? Dans l'ordre de mon écran, Pascal. Alors, cette image m'inspire deux choses. Alors, la personne qui est à côté du bureau, là, qui est debout, qui prend des notes, on peut se pose la question de ce que c'est. Soit c'est le chercheur dont on parlait tout à l'heure, qui observe la classe, soit c'est le stagiaire qui vient apprendre et regarder, donc l'information qui peut être assez utile dans nos espaces. Soit c'est effectivement un co-intervenant qui vient pour aider, pour comprendre, pour voir un peu comment permettre aux élèves de se faire. Alors, dernière chose que m'inspire cette chose-là, c'est la classe flexible dont parlait tout à l'heure Sylvain. Et on voit bien que cela doit générer quand même pas mal de bruit en poussant, tirant ces chaises et ces tables. Merci Marie-Laure. Alors, moi, mon cœur s'est porté sur l'élève qui a le pull vert rouge, parce qu'il a un geste de pointage et qu'il tient visiblement une feuille. Et je me suis interrogée sur le rôle qu'il avait dans le mouvement des élèves dans l'aménagement de la classe. Est-ce qu'il parlait à un élève qui se retourne, qui pousse une table, ce qui pose la question aussi du volume sonore hein, dans une classe et du, de la nature des interactions en fonction de la plus ou moins grande proximité des personnes. Enfin, voilà, il me semblait que peut-être dans l'orchestration de cette image, cet élève avait un rôle et comme Sylvain a beaucoup travaillé sur les cadres et les permis, il a peut-être une idée pour répondre à ma question. Sylvain. Ah non, j'ai aucune idée pour répondre à ta question, mais alors, moi, cette image, elle m'a surtout intéressé parce que elle montre deux adultes au sein d'un espace complexe, un espace vivant. Et c'est important que la classe soit un espace vivant parce qu'on apprend en étant vivant, hein. Euh, mais il y a deux postures d'adultes là. Alors, on ne sait pas qui est qui, hein, mais peu importe. Mais quand on conduit une classe, c'est difficile, Marie-Laure l'a expliqué tout à l'heure, hein, de pouvoir aussi collecter des données. Et la recherche passe par une collecte et une analyse de données. Ça nécessite ce qu'on appelle dans notre jargon une distanciation. Et c'est le croisement entre de l'action et des données distanciées qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se joue et en le comprenant un peu mieux, de pouvoir mieux agir pour éviter les dérives qui feraient que, par exemple, des élèves se découragent ou des élèves s'engagent avec plein de malentendus dans des activités scolaires. Donc on voit bien là la posture d'un adulte qui conduit la classe et qui n'est pas le même adulte qui est en mode de collecte de données. Et c'est peut-être cette différence-là qui associe de manière pertinente les enseignants praticiens avec des enseignants-chercheurs. Merci Sylvain. Ben, nous aussi. Rapide. Oui, je poursuis un peu ce que dit Sylvain, c'est que moi je vois dans la posture de ce que j'imagine être un chercheur appuyé au mur, c'est ça, c'est-à-dire c'est une relation, j'espère, dans ce cadre-là, parce que l'enseignante a l'air relativement détendue et en confiance, et cette relation de confiance qu'il y a entre ce chercheur et cette enseignante, avec cette posture-là un peu d'amis critique, quoi, de retour et d'acceptation de ce qui a été observé. Oui, alors moi, pour ma part, ça m'a surpris cette couverture parce que quand j'ai commencé l'enseignement et en formation de centre de PEGC à Auteuil il y a pas mal d'années, en décennies maintenant, mon premier visiteur m'a dit: Monsieur, vous ne pouvez pas vous asseoir sur une table. Ce n'est pas possible. Sur votre bureau, vous ne pouvez pas vous asseoir. Ça, c'est vraiment.
Si, on peut, évidemment. J'aime bien cette façon dont elle a d'être en arrière pour regarder et les postures tellement différentes de tous les corps, quoi. Il y en a un qui pousse tout seul, ça a l'air difficile. Il y en a un qui pousse en regardant les autres. Il y en a deux qui semblent jouer. Enfin voilà. Et ça montre une classe vivante, mais également cette curiosité au sol. Il fait beau, le ciel est bleu, mais il y a aussi des nuages. C'est pas toujours simple. Voilà, c'est ce que m'inspire ce dessin. Euh, il nous reste fort peu de temps. J'aime bien poser la question d'un petit conseil général à donner aux enseignants débutants. Mais alors là, il faut vraiment aller très vite, Sylvain. Sylvain, Marie-Laure et Pascal, est-ce que vous avez un court conseil à donner à nos jeunes collègues qui vont commencer ou qui sont dans leurs premières années d'enseignement? J'allais dire d'apprentissage de l'enseignement. Sylvain. Oui, alors c'est pas de moi, hein, ce conseil, c'est d'un célèbre Fernand qui disait ne pas rester seul, Fernand Lévy. Et donc, un collectif comme les cahiers pédagogiques, justement, propose à qui le souhaite, à qui en ressent le besoin, de pouvoir organiser des espaces où se rencontrent de manière sécurisée des enseignants dans les classes avec de l'expérience ou avec une moindre expérience, des formateurs, des inspecteurs, des chefs d'établissement et aussi un certain nombre de chercheurs. Marie-Laure, merci Sylvain. Euh, Moi, je dirais peut-être, comme l'a dit Mireille Brigaudio, d'observer et d'écouter les élèves dans tous les moments de la classe, d'écouter leurs paroles euh, pour construire avec eux quelque chose. Merci Pascal. Et je trouve que ce matin, j'ai accueilli mes stagiaires, mes tuteurs, enfin mes tutorés, pardon, et que donc la première chose que je leur ai dit, c'est faites-vous confiance. Et qu'effectivement, ils sont pas seuls, que surtout ne pas se laisser enfermer par ces difficultés et que les ressources sont là pour effectivement la formation. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Et puis, comme le dit tout à l'heure Sylvain et puis ce cher Célestin, le collectif peut vous aider, quoi. Ben? Je leur conseille de se coucher tôt. Voilà, c'est un conseil de Daniel Pénac. Un bon enseignant est un enseignant qui se couche tôt. Alors moi, j'ai été un très mauvais enseignant. J'ai loupé ma carrière. Donc, moi, je reprendrai des mots que me disait un professeur de contrepoint que j'avais, Bernard Gagnepin, musique du XVIe siècle. Et je lui disais, là, j'y comprends rien. Parce que la musique du XVIe siècle est terrible. La, la théorie musicale au XVIe siècle et au XVe est extrêmement complexe pour nous. Et il me disait, écoutez, Jean-Charles, faites-vous une idée. Vraiment, faites-vous une bonne idée, mais soyez capable d'en changer. Donc, n'ayez pas de certitude, et ne soyez pas buté, quoi. On évolue, voilà, bah, soyez capable d'évoluer dans vos idées. Il me reste à vous remercier tous les trois, donc coordonnateurs de ce dossier, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Ben, pour cette animation du chat. Assa, pour le document que tu vas m'envoyer dans les minutes qui viennent et que tu vas envoyer à Cécile Blanchard, notre rédactrice en chef, pour qu'il soit mis sur le site. À toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui sont restées, merci à vous. Il est temps de clore ce webinaire en vous remerciant, donc, et je vous rappelle qu'il existe donc des articles sur notre site auquel vous avez accès en étant abonné. Les cahiers pédagogiques, c'est une revue associative et qui paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes qui sont salariées ou militantes, l'un n'empêchant pas l'autre. Votre soutien est fondamental. Faites-nous connaître, adhérez, faites adhérer vos établissements, militez, rejoignez-nous. On en a vraiment beaucoup besoin dans ce moment complexe pour les associations d'éducation populaire, pour les associations pédagogiques, pour les petites entreprises, quoi, puisque nous sommes aussi nous avons des salariés, nous avons besoin que vous vous abonniez, que vous nous suiviez. Voilà, notre prochain webinaire aura certainement, parce que la date n'est pas tout à fait fixée, lieu le 4 octobre prochain à 18 h et il sera consacré à notre prochain dossier qui sera dans les boîtes à lettres dans les jours qui viennent. Ce sera le numéro 587, entre scolaire et non scolaire. Je vous recommande donc notre chaîne YouTube, nos podcasts, notre site.
Bonne rentrée à ceux qui font une rentrée. Plein de courage, plein de joie. Ça aurait été aussi un conseil qu'on aurait pu donner. Et puis, ben voilà, donc bonne rentrée. Merci à vous. Bonne soirée.